Lancer l'enregistrement. Excusez-moi, j'avais oublié de lancer l'enregistrement. Je fais le partage de mon écran et nous voilà repartis. Hop, voilà. OK, super. Désolé de ce petit incident technique. Donc, le thème de la séance aujourd'hui est autour de la résolution de problèmes. Donc, l'idée est d'aller chercher des inspirations, hein, parce que vous l'avez compris, l'objectif de ces webinaires, c'est d'aller chercher de nouvelles inspirations. Et cette inspiration-là, eh ben, effectivement, je suis allé la chercher plutôt du côté du lean management. Et l'idée, c'est d'échanger autour vraiment de la résolution de problèmes, qui est finalement une très vieille approche, hein, dans le domaine de la qualité, puisque on en parlera un petit peu plus loin, mais cette approche vient, comme moi je l'ai rencontrée à l'époque des cercles de qualité, hein, quand on mettait en place des cercles de qualité, ben, il y avait un outil qui était majeur dans ces démarches-là, c'était effectivement la résolution de problèmes. Et là, on va retrouver tous les anciens outils de la résolution de problèmes avec le diagramme d'Ishikawa, le vote pondéré, la recherche des causes, etc. etc. Donc, c'est vraiment un très vieil outil. L'idée, c'est d'en reparler un peu de manière un peu plus moderne aujourd'hui et d'échanger avec vous autour de cette thématique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit rappel sur notre séance du 5 mai. Hein. L'idée, c'était, pour ceux qui n'ont pas participé, c'est toujours d'avoir un fil conducteur. Et puis aussi, je fais un petit point sur les sondages qui sont effectués, qui nous permettent vraiment d'avoir de la mesure autour du thème traité, et qui permet surtout à vous aussi de vous situer dans un collectif. Ça, je trouve que c'est intéressant, c'est toujours de se dire, moi, individu, comment je me positionne par rapport à des pairs autour de moi. Et l'idée des sondages, ça vous permet aussi de pouvoir vous situer de manière quantifiée, hein, puisque ça fait partie aussi de la qualité, la mesure, de pouvoir vous situer par rapport à vos pairs. Donc, le thème de la semaine dernière, où j'ai eu pas mal de retours, pas mal de commentaires autour, autour du thème, je croyais que les standards faisaient partie du passé. Effectivement, hein, tout ce qui est l'approche de la formalisation, de la rédaction, on pourrait penser que cette approche fait partie du passé. Et on a échangé sur de nouvelles approches. Alors, sur les sondages qui ont été réalisés, d'abord, il y avait une première question sur quel outil, avec ou sans S, hein, utilisez-vous pour la création de vos standards. Donc, 53% n'utilisent aucun outil, c'est-à-dire en dehors, bien entendu, de la suite bureautique Word, Excel, PowerPoint, hein, mais 53% utilisent aucun outil, c'est-à-dire qu'ils utilisent vraiment que les outils proposés, notamment par Microsoft, hein, Word, Excel et PowerPoint. Sinon, 44% arrivent en deuxième place, intègrent des logigrammes au sein de leur standard, donc utilisent des outils. Donc, parmi les outils, il y en a certains qui font partie, par exemple, de Microsoft. Hein. Je pense notamment à Visio, mais qui nécessite des licences particulières. Donc, ça veut dire qu'en termes de consultation, vous pouvez l'intégrer, l'avantage, vous pouvez l'intégrer facilement dans Word. En termes d'inconvénients sur cet outil-là, il faut savoir l'utiliser. Donc, ça demande un petit apprentissage qui est assez simple. Mais surtout, il faut avoir vraiment des licences spécifiques. Donc, si vous souhaitez décentraliser votre démarche qualité et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui rédigent eux-mêmes leurs propres documents, ça veut dire qu'il vous faut un certain nombre de licences sur Visio. Après, il y a plein d'autres outils, hein, qui peuvent exister. J'ai cité Lucidchart, Hydro, etc. Il y en a d'autres. L'objectif, c'est comment insérer des logigrammes au sein de vos standards. Est-ce que le message que je disais et que je proposais la semaine dernière, c'est attention, le logigramme, c'est un très bon outil de structuration des idées, des étapes, des phases. Là-dessus, c'est parfait. Attention de ne pas vouloir le complexifier en rajoutant notamment tout ce qui est conditions avec, vous savez, les fameux losanges. Parce que d'un truc très simple, en voulant mettre toutes les conditions possibles, on se retrouve avec un schéma multidimensionnel qui, certes, sur le papier, prévoit toutes les conditions possibles, mais de manière très opérationnelle. Et pour les lecteurs, quand on ouvre ce type de document, quand on n'a pas conçu ce type de document, ça peut être vite une usine à gaz. Donc oui, pour les logigrammes, attention à ne pas transformer un bon principe en une usine à gaz en vouloir tout matérialiser. Et le point qui peut être dangereux,
entre guillemets, ou qui peut être source de complexification, c'est le fameux losange qui peut donner l'ouverture à plein de possibilités. Ça peut être assez compliqué. Donc, sur les logigrammes, ce que nous avons dit également la semaine dernière, hein, donc, ce qui peut être intéressant, c'est de numéroter vos phases quand vous faites des logigrammes avec un petit tableau derrière de synthèse en disant s'il y a besoin de donner des informations complémentaires. Donc, ce qui peut également nous éviter d'avoir ce fameux losange. Hein. C'est-à-dire que vous dites, bah, il y a une phase, par exemple, réaliser des offres commerciales, et c'est là qu'il peut y avoir plein de conditions. Par exemple, si mon offre est supérieure à 10 000 euros, je dois la faire valider par un tel. Si elle est entre temps et temps, validée par autre personne. Donc, au lieu de mettre plein de conditions dans votre logigramme, dites repère 2 ou numérotez ce repère et dites repère 2 dans un petit tableau derrière. C'est là que vous allez expliquer les différents cas de figure, ce qui permet d'avoir un logigramme qui soit facile d'accès. Donc ça, c'était le premier outil. Arrive en troisième position, alors loin derrière les vidéos. Donc ça aussi, on en a parlé hein, la semaine dernière. Dans votre métier de manager qualité, vous serez de plus en plus amené à faire de la vidéo, à faire du montage. Alors, j'allais dire qu'il y a quelques années en arrière, il y avait toute une image autour de la vidéo où il fallait que ça soit fait par des professionnels, avec du matériel professionnel, avec du montage par des professionnels, etc., etc. Du coup, ça veut dire que c'était un système lourd et coûteux. Aujourd'hui, la vidéo, elle s'est complètement démocratisée, où l'idée, c'est qu'on fait des vidéos à partir d'un smartphone et on fait du montage à partir de solutions qui sont simples à mettre en œuvre. Donc, dans votre métier, le fait de pouvoir faire des vidéos, il n'y a pas un ticket d'entrée qui est très onéreux en termes d'acquisition d'outils. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir la super caméra, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir des super outils qui coûtent très cher en termes de montage. Ce qui est important, c'est d'utiliser, ce que je disais la dernière fois, la vidéo vraiment dans de bons contextes. Le bon contexte, c'est quoi? C'est pas en vouloir faire partout. Parce que souvent, quand il y a des bons outils, on va en faire partout. Et du coup, ça peut dénaturer le propos. Hein. Une bonne vidéo ne doit pas excéder, doit être autour de 5 minutes maximum. Hein. Si vous commencez à faire des vidéos de 15-20 minutes, ça commence à être très long. Voilà, et le message où on trouve de plus en plus de vidéos, c'est surtout sur l'aspect, par exemple, sécurité, ou le fait de filmer des situations à risque ou des situations dangereuses, valent mieux, j'allais dire, que des informations documentées, ou du moins des procédures ou des instructions. Voilà. Donc, sur les outils de conception, voilà, donc le sondage, ça vous permet de vous situer dans ce collectif. Autre information, c'est sur la publication. Donc, une fois que j'ai créé mon standard, on a échangé et vous avez voté sur comment vous mettez à disposition ce standard. Donc là, on a deux ex-aequo, hein, c'est le répertoire informatique, alors qui aujourd'hui est une solution à court terme, hein, c'est-à-dire qui permet de retrouver, bien entendu, son document dans une arborescence. Donc, voilà, ça demande un effort entre guillemets pour celui qui cherche l'information, puisqu'il faut gravir toute l'arborescence informatique pour trouver le bon document. Voilà, donc il faut s'intégrer à ces structures. On a parlé, 42% utilisent également l'intranet. Donc là, c'est aussi un outil qui est peut-être plus intuitif que le répertoire informatique en termes de structuration. Et puis, 35% utilisent des outils plus de type GED. Voilà, donc un peu en rapport d'étonnement hein, par rapport au nombre de votants. Il y avait 43 personnes. Très peu utilisaient à savoir une personne, hein, la semaine dernière, utilisait vraiment un outil dédié QSE. Donc, on a évoqué la semaine dernière avantages et inconvénients de ce type d'outils. Hein. Avantage, c'est que ça permet d'avoir un certain nombre de fonctionnalités de workflow qui ont été prévues. Inconvénient, c'est que ça fait un système d'information qui n'est pas totalement intégré dans l'organisation. C'est un peu le système d'information QSE. Voilà. Donc après, chacun, parfois ça marche très bien, parfois le fait d'être à côté en parallèle, ça peut générer une espèce de frontière artificielle dans l'organisation. Voilà, et ce qui va certainement, moi je suis convaincu là-dessus, c'est Teams qui va certainement un peu avec interface avec SharePoint, qui va certainement aussi prendre une place de plus importante dans les organisations, notamment avec la période
qu'on vient de vivre, où Teams a été vraiment utilisé notamment pour sa partie vidéo, mais sera aussi utilisé de plus en plus pour le partage de fichiers avec une interface ou non avec SharePoint. Voilà. Après, moi, tout ça, dans l'avenir, je pense que dans l'avenir, sur cette publication, il faudra être de plus en plus sur des systèmes qui seront automatisés, avec des systèmes un peu de chatbot, hein, où je viens mettre des mots-clés ou des infos et j'aurai tout un, un certain nombre d'éléments qui vont venir à moi et c'est moi qui vais choisir par rapport à l'information. Hein. On sera de plus en plus dans des systèmes automatiques ou semi-automatiques où j'ai un besoin de chercher quelque chose, je tape des mots et j'ai tout un volume d'informations qui vient à moi. Donc ça, je pense que ça sera l'avenir. On commence à le voir avec du wiki. On a parlé aussi de la dernière fois sur tout ce qui est la gestion des connaissances. Ça aussi, ça sera un enjeu vraiment majeur à mon avis dans les organisations. Moi, je commence à le voir sur le terrain de manière très opérationnelle. Hein. C'est comment je capte toutes ces connaissances, ces bonnes pratiques très opérationnelles qui sont nombreuses, multiples et qu'il faut mettre en place, je pense, vraiment des systèmes souples pour pouvoir les capter par les utilisateurs, pour pouvoir vraiment les retrouver à bon escient. Voilà, donc ça, c'était sur la publication. Et on s'aperçoit aussi, c'était la dernière question, qu'une grande majorité même d'entre vous ont conservé le manuel qualité. Donc, le manuel qualité, vraiment, qui a été conservé dans une logique de démarche volontaire. Hein. Donc là, ce qu'on a bien échangé la semaine dernière, c'était de dire, si on garde un manuel qualité, la vraie question, c'est de se poser, la première question, j'allais dire, c'est de se dire pour qui je fais un manuel qualité, avant même de se dire comment je le fais. C'est-à-dire que la première question et la question essentielle, c'est quels sont mes lecteurs, quel est mon public du manuel qualité. Parce que si je n'ai pas de public, il faut vraiment se poser la question de le garder. Après, si j'ai un public en interne, il faut que j'oriente mon manuel qualité en fonction de ma cible de lecteur. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Hein. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup, souvent trompé sur le manuel qualité dans les années antérieures, parce qu'on a cru que le lecteur du manuel qualité était l'auditeur tierce partie. Du coup, on lui en a fait un manuel souvent pour lui. Ça veut dire un manuel pour lui qui a été décomposé par chapitre de l'ISO. Lui, il était très heureux dans cet environnement parce qu'il retrouvait ses petits, puisqu'il connaît parfaitement la structure. Et après, quand on cherchait à utiliser cet outil en interne, on disait oui, les gens, ils ne comprennent rien. C'est évident s'ils ne comprennent rien parce que la structure de la norme est en aucun cas une structure modèle à présenter en interne. Voilà. Donc, posez-vous bien la question pour qui il est fait. Et comme il n'est plus obligatoire, faites-vous plaisir. Faites des trucs sympas, rendez-le attractif, rendez-le sexy, rendez-le moderne, ce manuel qualité. Faites pas un truc austère. Faites un outil de communication en interne qui a, à mon avis, la capacité de présenter votre système qualité en un maximum de 15-20 pages si vous faites du PowerPoint ou sur d'autres outils, mais faites un truc intuitif. Voilà. Donc, si votre manuel qualité, sa cible, ce sont les nouveaux collaborateurs, faites un manuel qualité qui permette de présenter en 15-20 minutes votre système qualité de manière simple. Hein. C'est un manuel qualité, entre guillemets, pour les nuls, c'est ça. Positionnez-vous bien dans cette logique-là. Voilà. D'autres, voilà. Et après, il y a plein de petites astuces pour présenter ce manuel qualité. Par exemple, faites un édito. Ça peut être intéressant. C'est-à-dire l'édito, c'est le mot de la direction, mais appelez ça un édito parce que vous êtes sur un document de communication. Vous n'êtes pas sur un document technique. Voilà. Donc, moi, je suis aussi un défenseur pour garder le manuel qualité. C'est parce que justement, il n'est pas obligatoire qu'on n'en a jamais eu autant besoin. Voilà. Donc ça, c'est un point clé. Et puis, comme ça avait été dit aussi, on avait eu un petit échange dans le chat la semaine dernière. Ça peut être aussi l'occasion de de faire un petit peu un fourre-tout en annexe, un peu des certaines exigences normatives qu'on ne sait pas trop où mettre. On a parlé la semaine dernière du domaine d'application, par exemple, des exigences applicables ou pas. Moi, je vous avais parlé aussi d'une matrice de correspondance sur le chapitre 8.3 pour la conception. Donc là aussi, ça peut être un bon outil pour, à la fin, en annexe, de mettre des trucs qui sont plus techniques, mais de vous réserver une ou deux pages là-dessus.
Voilà, c'était le petit feedback sur la semaine dernière. Je vais regarder s'il y a quelques bravo, ok. Donc il y a Alexis, bonjour Alexis, qui dit il y a un outil pratique disponible dans la Google Suite pour les process et logigrammes, Draw, ouais, Draw.io. Merci du tuyau, Alexis. Effectivement, Google, on a vu, il est peu utilisé à titre professionnel aujourd'hui, hein. Moi, je le rencontre quelques fois sur le terrain, plutôt dans des organisations, on va dire, vraiment innovantes, modernes, parce que c'est un outil qui est plutôt utilisé dans la sphère, j'allais dire, dans la société civile que plutôt dans l'usage professionnel. Mais il y a plein d'outils qui sont associés. Donc, merci de ce tuyau à Alexis. Fabien, Fabien, oui, peut-être que c'était toi qui utilisais un outil de qualité intégrée. Pas de souci, hein, il y a des bons usages aussi. Voilà. Et ben voilà pour Blandine, hein, qui doit retravailler sur la procédure des procédures. Oui, ça reste, c'est pas la procédure des procédures. Simplement, merci de cette remarque. Moi, ce que je souhaite vraiment préciser, hein, c'est à quoi ça sert l'écrit. Vraiment, c'est la finalité pour moi de la finalité, c'est de maîtriser un process ou maîtriser des activités. C'est l'objectif qu'on doit atteindre. Pour arriver à ça, ben, il y a un moment donné, il faut maîtriser ces process. Donc, c'est-à-dire qu'il faut éviter de la variabilité dans ces process, etc. Et l'écrit, ça peut permettre de définir des règles. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas passer du tout à rien. J'en ai déjà eu l'occasion d'en parler dans des webinaires précédents. C'est le phénomène d'essuie-glace. J'ai plein de procédures, plaf, qui ne servent à rien, paf, je passe à aucune procédure. Non, la vérité, elle est à la croisée des chemins. Il faut trouver son équilibre documentaire. Donc, il faut écrire vraiment ce qui est nécessaire sur les points à risque où il y a vraiment une valeur ajoutée. Ok, les auditeurs aiment bien le MAQ. Les auditeurs aiment bien le MAQ et pour les parties intéressées, oui, effectivement, les parties intéressées, ça peut être… Que les auditeurs aiment bien le MAQ, ça, c'est leur problème. C'est pas le vôtre. Après, il est plus obligatoire. C'est à eux de s'adapter aux changements d'évolution. C'est pas… Voilà, s'ils aiment bien, ben, c'est bien, tant mieux. Après, ce qui est intéressant, c'est est-ce que vous en avez besoin et pour qui? Voilà. Moi, j'ai rien contre. On a fait un webinaire contre les auditeurs, mais c'est pas parce qu'ils aiment bien qu'on va leur faire pour eux. C'est est-ce que vous en avez besoin, vous, et pour qui? Voilà, c'est ça la vraie question, Dimitri, hein, c'est pour qui? Ah, un manuel qualité en vidéo, avez-vous des retours d'expérience? Alors, j'en ai croisé une ou deux fois. Bonne question. Ça peut être intéressant. Attention à la durée, à la longueur et à l'usage. C'est de dire, projetez-vous pour qui va être ce manuel qualité et comment je vais pouvoir le mettre, comment je peux pouvoir le mettre en ligne. Donc, ça peut être un truc, si c'est bien fait, moderne, sympathique, etc. Ok, Fabien, moi aussi j'étais surpris, hein, du résultat. Je pensais qu'on allait avoir plus d'outils dédiés QSE. Ça sert à ça aussi, les sondages. Alors, il y avait une quarantaine de personnes qui ont répondu, hein, Fabien. Donc, c'est pas non plus, c'est un échantillon représentatif quand même, euh, etc. Ok, Jean-Marie de Côte d'Ivoire nous a rejoint. La gestion, ouais, alors je ne vais pas faire le sujet là-dessus, des connaissances organisationnelles, ça aussi c'est une petite nouveauté. Tout ça, c'est juste, moi j'ai juste fait une petite partie pour comprendre d'où ça vient. La norme, elle aime bien quand elle évolue d'aller chercher des bonnes pratiques ailleurs. Elle est allée chercher un truc en disant les risques ailleurs, ça marche, clac, on va faire approche par les risques. Elle est allée à un moment donné en 2015, les process, c'est un truc intéressant, clac, on va faire une approche pour les process. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la norme évolue, elle va chercher des bonnes pratiques ailleurs. Et comme derrière, il y a 1 million d'entreprises certifiées dans le monde, elle fait un truc, moi j'aime bien pour provoquer un dire, pour les nuls. C'est-à-dire, elle met la barre au minimum des exigences requises. Par exemple, elle est allée chercher la partie intéressée, hein, c'est ce qu'on appelle les parties prenantes dans les démarches RSE. Tout est basé là-dessus. Elle dit là-dessus, la RSE, ils ont un bon truc. On va le prendre, on va l'intégrer dans la V 2015, mais on va en faire un truc pour les nuls. D'où le fait de dire partie intéressée pertinente pour les mités, etc., etc. Et les connaissances opérationnelles, la source d'inspiration, c'est le knowledge management. Et d'aller chercher là-dessus, c'est comment capitaliser les connaissances. Alors,
le fait de mettre en place des procédures, des instructions est un moyen de capitaliser, c'est bien. Voilà, donc ça veut dire que concrètement, pour beaucoup d'entreprises certifiées, il n'y a pas eu de choses. Je pense que l'avenir, il est plutôt sur comment je capitalise d'autres connaissances beaucoup plus pratiques et plus opérationnelles. Ça veut dire qu'il va falloir mettre en place de nouveaux outils comme le wiki. C'est pour ça que j'insiste sur le wiki. Moi, je suis persuadé sous des formes de type wiki. J'ai des idées, j'ai des pratiques. Tiens, notamment, moi, je l'ai rencontré sur les non-conformités. Comment partager sur des réseaux multisites le fait qu'on a eu un incident ici, que ça peut se reproduire ailleurs, comment arriver à benchmarker ces connaissances qu'on a eues là, de ce retour d'expérience. Il va falloir des outils modernes parce qu'il y a tellement de data, là on va être dans du big data, il y a tellement de données là-dessus qu'il va falloir avoir des outils qui se prêtent à ça et ça ne peut pas être des outils classiques. Et oui, effectivement, Maher, bonjour Maher Tunis, cela nécessite un changement de logiciel dans les têtes. Effectivement, tout ça, c'est dans les têtes. OK, bon, bah super. Alors, comme vous êtes en forme ce matin, on va passer au sujet du jour sur le thème. Hop, je me repartage mon écran. Voilà. Ici, sur je viens de comprendre les bienfaits de la résolution de problèmes. Alors, l'idée de cette présentation, hein, je le disais, c'est que la résolution de problèmes est vraiment une vieille démarche qui fait partie, je dirais, du patrimoine qualité, qui n'a pas été reprise de manière très formelle, j'allais dire, dans la norme ISO 9001. On va parler des non-conformités, éventuellement des actions correctives, mais la démarche en tant que telle de résolution de problèmes, elle n'est pas intégrée, elle ne fait pas partie intégrante d'une démarche ISO 9001. Ça veut dire qu'on peut très bien être certifié ISO 9001 sans faire de la résolution de problèmes. Donc là, je suis allé plutôt m'inspirer de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la résolution de problèmes dans les organisations. Il y a une inspiration plutôt du côté du Lean, où là, l'idée vraiment de la résolution de problèmes, c'est vraiment ancré, vraiment comme un rituel et vraiment comme une approche qui fait vraiment partie des enjeux et des fondements de cette démarche. Alors, ce qui est important dans cette approche, et je vais commencer par ça, c'est vraiment l'aspect culturel sur l'approche du problème. Avant de parler boîte à outils, parce que je sais qu'on cherche tous des boîtes à outils, c'est naturel. Et ça, moi, j'insiste bien là-dessus. La boîte à outils, c'est bien, mais s'il n'y a pas le contexte, l'environnement et si les esprits ne sont pas préparés à ça, il y a peu de chances que cela fonctionne. J'allais dire que les deux, l'approche culturelle et la boîte à outils, sont indispensables. Si vous avez une super approche culturelle et pas de boîte à outils, ça ne va pas fonctionner parce que les gens diront oui, moi j'ai bien conscience d'homme et je fais comment. D'accord? Et si vous avez une super boîte à outils et que si vous n'avez pas communiqué, si vous n'avez pas prendre des consciences des enjeux, ben les gens ne vont pas utiliser cette boîte à outils. Donc, les deux approches sont indissociables et indispensables. Il faut un aspect culturel, c'est-à-dire il faut vraiment accueillir favorablement les problèmes et pas être dans le déni du problème. Ça, c'est important. C'est de dire oui, youhou, on a un problème, ça, c'est important, plutôt que d'essayer de le cacher et souvent de le dissimuler pour ne pas le montrer. Donc ça, c'est déjà sur le culturel. Et après, c'est de mettre en place une mécanique et de prévoir du temps sur de la résolution de problèmes parce que ça doit devenir vraiment un rituel. Ça ne doit pas venir l'événement exceptionnel. Ça doit vraiment être un rituel où on doit avoir dans les organisations du temps pour traiter, entre guillemets, les problèmes et surtout trouver des solutions pour améliorer tout ça. Donc, tout ça, ça fait vraiment partie d'une démarche Kaizen. C'est j'améliore petit à petit, pas à pas. Je viens résoudre des petits problèmes pour améliorer vraiment et changer une situation. Donc, la résolution de problèmes, une approche culturelle et une boîte à outils. Voilà. Après, un autre point, toujours en introduction, qui me paraît important, c'est qu'on a souvent tendance à croire que la résolution de problèmes, c'est pour les opérations. Alors, ce qu'on appelle les opérations dans l'industrie, ça va être pour la fabrication ou la logistique. Et puis, dans les activités de service, ça sera peut-être plus au niveau de la réalisation de la prestation. En sachant que d'une manière générale, alors il y aura certainement des contre-exemples et là on va échanger, d'une manière générale, la résolution de problèmes est plus répandue dans les domaines industriels où on va être sur des choses matérielles, on va produire des choses que dans la prestation de service où là c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Mais on aura certainement peut-être des témoignages dans le chat
de contre-exemples. Donc ça, c'est vraiment un point clé sur la résolution de problèmes. C'est vraiment être dans une démarche où j'ai du temps pour traiter les problèmes. C'est-à-dire un peu comme Google accorde du temps à ses collaborateurs pour mettre en place de nouveaux projets, il faut aussi avoir du temps pour traiter et mettre en place toute une organisation visuelle où on valorise la résolution de problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des espaces visuels. Alors, ça peut être physique, hein, dans des ateliers ou même dans des zones de service où je vois où on en est sur de la résolution de problèmes, sur des encours, sur des groupes qui sont en train de pencher là. Il faut que ça soit visible, soit de manière physique, soit aujourd'hui, ça peut être aussi visible de manière virtuelle dans des outils ou dans des solutions informatiques. Voilà. Alors, ce que je vous propose pour commencer, c'est de faire notre petit sondage du jour. Je regarde s'il y a eu des commentaires. Ouais. Merci à Alexis. Oui, Alexis qui est spécialiste. Merci Alexis de tes témoignages. Le problème, on va le voir, la clé d'un trésor caché. La première question, qu'est-ce qu'un problème? Oui, et c'est surtout, on va le voir tout de suite après, c'est quoi un vrai problème? Ok. Alors, je vous propose le petit sondage. Donc, 3 questions aujourd'hui, toujours autour de ça. Alors, je vais vous les remettre à l'écran. Hop. Alors, hop, je vais repartager, excusez-moi, mon écran. Voilà. Tac et tac. Donc, je vais le mettre juste comme ça. La première question, c'est vraiment, vous, quel est votre niveau de connaissance, compétence sur la résolution de problèmes? Donc, vous, à titre personnel. Deuxième point, c'est quelle méthode utilisez-vous pour la résolution de problèmes? Donc là, je vais vous proposer différentes méthodes. Et là, ça sera un choix multiple. Donc, ça ne sera aucune méthode. Soyez, j'allais dire, honnête. Si vous n'en faites pas, c'est pas de dire soit vous en utilisez, soit vous n'en utilisez pas. OK, donc là-dessus, c'est anonyme. Peu importe, l'idée, c'est vraiment d'avoir la mesure qui soit le plus objective possible. Et troisième question, c'est quel est le niveau de pratique de la résolution de problèmes au sein de votre organisation? Donc, je vous propose pour ça le petit sondage que je vais partager à l'écran. Hop. Est-ce que vous voyez simplement, est-ce que quelqu'un peut me dire si vous voyez bien les questions apparaître? Attendez, je vais ouvrir le bot. Voilà. Non. OK. Là, il a dû apparaître. Donc, la première question, c'est vraiment quel est votre niveau de compétence, connaissance aussi sur la résolution de problèmes. Donc, je n'ai pas de connaissances et de compétences. Je ne connais pas. Il y a pas de. J'ai quelques connaissances et compétences. Alors, je peux en parler. On ne voit pas la fin de la phrase. Après, j'ai quelques connaissances, voilà, j'ai de bonnes connaissances compétences, je peux en expliquer. J'ai de solides connaissances compétences, je peux former. Je suis désolé, là, ça ne m'a pas pris toute la question. Donc, pour le moment, il y a 2 personnes qui ont voté. Donc, je vais me remettre là-dessus. Donc, j'ai quelques connaissances, je peux en parler. J'ai de bonnes connaissances et je peux expliquer. Et j'ai de solides connaissances et je peux en former. Je vous laisse voter. Donc là, c'est une question, une réponse au choix. Voilà, pour le moment, 8 personnes ont voté. Je présente la deuxième question, c'est quelle méthode utilisez-vous pour la résolution de problèmes? Aucune, d'accord. Le rapport à 3, la méthode à 3, le 8D, le QRQC, le Kaizen Blitz, l'AIC, l'animation à intervalles courts, haute, à préciser dans le chat. Donc, si vous utilisez d'autres méthodes, là, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent. Je vous remercie de bien vouloir le préciser dans le chat. Et quel est le niveau de pratique de la résolution de problèmes au sein de votre organisation? On ne pratique pas. On pratique rarement, c'est vraiment exceptionnel. On pratique de temps en temps, alors je crois que j'avais mis au moins une fois par mois. On pratique souvent au moins 2 fois par mois, c'était essayer de dimensionner. Et on pratique très souvent, c'est presque notre quotidien. Donc là, on est vraiment allé sur une approche importante. OK. OK, d'accord. Donc là, je vois qu'il y en a qui m'ont mis autre, mais on est plutôt sur des outils, analyse des causes. OK, d'accord, d'accord. On ne pratique pas. OK. Donc là, sur la 2, j'ai vraiment situé des méthodes et pas des outils qui sont utilisés au sein des méthodes. Par exemple,
le 5P peut être un outil qui est utilisé au sein de la méthode. Idem pour l'Ishikawa, pour le classement des causes, etc. Rapport à 3 efficace mais lourd, ok, à mettre en œuvre, à mon avis, dans de petites structures. Ok. Donc là, pour le moment, nous avons 47 votants, ce qui est plutôt sur 51. Voilà, nous sommes 52 aujourd'hui. Je vais le noter, 52 participants pour cette session. Merci de votre fidélité. Donc là, on arrive à 47. Allez, je laisse encore une minute. Donc, 3 questions. Votre niveau de connaissances, compétences. Quel est le niveau de pratique de résolution de problèmes au sein de votre organisation? Et le troisième, non, excusez-moi, ça c'est le troisième. Et le deuxième, c'est quelle méthode utilisez-vous? Excusez-moi. Ok, donc on est à 97,12% de votants. Je vais mettre fin au vote. Attention pour les résultats. Hop, je vais partager. Alors, je vais faire une copie d'écran sur les résultats. Je vous demande pour être sûr de les avoir et pouvoir vous les communiquer la semaine prochaine. Hop. Tac. Hop. Voilà. Je vous demande quelques petites secondes. Je vous laisse découvrir en attendant les résultats. Et voilà. OK. Donc, je vais même remettre là et je vais partager les résultats avec vous. Voilà. Est-ce que les résultats sont visibles? Parce que est-ce que quelqu'un peut me dire si résultat visible? Super, merci. Merci Nathalie. Ok, super, merci. Donc, quel est votre niveau de connaissance et de compétence? Donc, il y a quand même 40% qui ont une bonne connaissance, qui peuvent expliquer. Pas de connaissances, 15%. J'ai quelques connaissances, 21%. Et j'ai de solides connaissances, compétences, 25%. Voilà. Donc, 40 et on a quand même 65% des gens ici là, qui sont dans présents dans ce webinaire qui ont de bonnes connaissances, qui ont vraiment le basique, donc qui peuvent soit au minimum l'expliquer et qui peuvent vraiment en former. Alors, sur les méthodes, donc effectivement, c'est le 8D qui arrive en tête, d'accord, avec 18 personnes, donc soit 38%, suivi, sauf erreur de ma part, de près par le QRQC et le rapport à 3. OK. Ensuite, il y a 21. D'accord, 21% qui n'utilisent aucune méthode et 18% donc, qui m'ont cité le PDCA, le DMAIC. Oui, effectivement, il y a le DMAIC qui a été cité comme autre méthode. OK. C'est pourquoi? C'est une chose pour. OK. OK. Alors, il y a Nathalie qui me pose la question. J'ai du mal à comprendre la différence entre la résolution de problème et la résolution de non-conformité. Pour moi, c'est un problème entre dans les non-conformités. Pour cela, oui. C'est-à-dire qu'un problème n'est pas forcément une non-conformité. Une non-conformité, je réfléchis à Schultz, mais est forcément un problème généralement. Donc, par contre, on peut avoir d'autres problèmes qui ne sont pas que des non-conformités. Voilà. Donc, ce qui est important dans ces approches-là, c'est effectivement, en termes de méthodologie, on va voir un petit peu sur les éléments que je vais vous présenter. PDCA, DMIC, OK. Et pour terminer, en termes de pratique, on ne pratique pas 19%, on pratique rarement, c'est exceptionnel, 31%. On pratique de temps en temps au moins une fois par mois, 23%. On pratique souvent au moins 2 fois par mois, 21%. Et on pratique très souvent, donc là, des gens qui sont vraiment dans le partage, 6%. OK. Donc, je vous ferai une petite synthèse la semaine prochaine là, de ces résultats un petit peu à froid. Là, c'est intéressant de les commenter à froid, mais on voit que quand même, il y a une bonne culture de la résolution de problèmes dans certaines organisations. Alors, je vais partager de nouveau mon écran et on va aller sur quelques conseils pratiques. Voilà, sur cette approche-là. Donc, une démarche classique de résolution de problèmes. Alors, je vais vous présenter cette petite infographie
qui résume un petit peu vraiment la démarche. Donc, démarche de résolution de problème. Dans une démarche de résolution de problème, il y a des outils à différents niveaux. Et par exemple, pour moi, la recherche des causes, le 5P, c'est un outil qu'on va retrouver pour la recherche des causes. La démarche de résolution de problème, c'est vraiment de la démarche j'ai un problème, j'identifie jusqu'à sa résolution. Et à l'intérieur, on peut utiliser différents outils. Donc là, dans cette infographie, d'abord, une idée aujourd'hui pour résoudre un problème, c'est de traiter rapidement les bons problèmes. Alors, un bon problème, c'est quoi? C'est déjà un vrai problème. Donc ça peut paraître une évidence, mais un problème qui, parfois, ce qui est un problème pour moi, d'une manière collective, n'est pas du tout un problème dans l'organisation. Donc, ça ne sert à rien de remuer ciel et terre pour se dire, bah voilà, ça c'est un problème, alors que c'est un faux problème en réalité. C'est un mauvais usage de quelque chose qui existe, ou ça peut être différents éléments, mais ce n'est pas un vrai problème. Donc, le premier point, c'est vraiment de traiter des vrais problèmes. Ensuite, c'est de traiter des problèmes qui sont clairement définis. Donc, par exemple, dans des démarches type 8D, le fait de caractériser le problème, ça, c'est vraiment important de vraiment se faire un petit cucu au cul sur vraiment qui est à l'origine du problème, ce qui s'est réellement passé, combien, etc. Mais de caractériser le problème, ça, c'est un point clé. Et c'est quelque chose qui, très souvent, on n'aime pas trop faire, donc on passe assez vite sur la caractérisation du problème. Dès que vous mettez des gens ensemble, ils veulent tout de suite aller aux solutions. Donc, caractériser bien le problème, ça, c'est vraiment un point clé. Ensuite, un vrai problème, pour moi, c'est un problème dont l'heure de résolution est arrivée. Je pense, alors ça, c'est toujours difficile à dire, mais je pense qu'il y a des moments où une organisation n'est pas suffisamment mature pour traiter un certain nombre de problèmes parce que le contexte fait que ce n'est pas le moment opportun pour traiter ce problème parce qu'elle ne va pas trouver des éléments de réponse à cette problématique. Donc là, j'en appelle moi un peu à mon vécu. Vraiment, j'ai vraiment vécu cette situation, notamment à l'époque où on mettait en place dans les années 80-90 les cercles de qualité. Et dans les cercles de qualité, théoriquement, ce sont aux acteurs de trouver les problèmes. Ça, c'est une différence essentielle entre un cercle de qualité et un groupe de travail. Dans les années 80, quand on mettait en place des cercles de qualité, c'était les gens qui trouvaient les problèmes et qui proposaient les problèmes qu'ils veulent traiter. Aujourd'hui, on est plutôt dans une logique, j'ai un problème, je l'ai identifié et je vais identifier parfois des personnes qui doivent traiter ce problème. Dans les cercles de qualité, ben souvent, ou dans les groupes de travail plutôt exactement, on définit parfois des problèmes où c'est vraiment pas le moment de traiter ce problème parce qu'il y a un problème. L'organisation n'est pas suffisamment mature. Ça veut dire que le problème peut exister, mais on ne va pas trouver de solution. Et faites attention parfois de ne pas mettre sur la table des problèmes. Si vous mettez de la résolution de problèmes dans votre organisation, vraiment des problèmes très compliqués, très denses, où vous savez qu'il y a peu de chances où le groupe va trouver des solutions. Donc, ça peut être vraiment un système dangereux où vous dites ce problème, il existe, mais il faut le ressortir dans 6 mois, 1 an, quand on aura grandi, etc. Moi, je le vois bien, même à titre personnel, il y a des moments où j'ai des problèmes, mais même si je les mets sur la table, je n'ai pas trouvé de solution parce que ce n'est pas le moment. Je n'ai pas eu suffisamment de maturité organisationnelle, une maturité suffisante pour trouver des solutions ou d'approfondir ça. Donc, un problème, c'est vraiment quelque chose dont l'heure de résolution est arrivée, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut le traiter. Et puis aussi, faites attention dans les problèmes, c'est vraiment de traiter des problèmes au niveau des responsabilités confiées. C'est-à-dire que si vous mettez un problème sur la table, il faut que les gens qui sont autour de la table aient vraiment les compétences pour pouvoir traiter ce problème. Donc, traiter rapidement les bons problèmes, donc ça c'est un point clé, c'est de traiter vraiment les vrais problèmes d'une organisation avec prendre le temps de les caractériser. Donc, c'est vraiment le moment où c'est l'heure de la résolution est arrivée, c'est-à-dire qu'il y a une bonne maturité organisationnelle et avec des responsabilités confiées. Ce qui est important aussi, c'est la rapidité. Essayez vraiment que entre l'identification d'un problème qui peut exister et son traitement, qu'il y a vraiment, un temps qui soit le plus court possible. Ça, les organisations qui sont en démarche lean traitent ça de manière très rapide.
Alors, je vais regarder s'il y a des… Sur ce point, sur les problèmes, je vois que ça a clignoté. Est-ce qu'il y a des petits commentaires? Euh, OK. Alors, pour le moment, je n'ai pas encore traité la notion de cause, mais sur la notion de problème, alors effectivement, ce qui est important, c'est que les non-conformités, bien entendu, sont une source donc, lorsqu'on est sur des produits. Donc là, OK. Mais on peut très bien mettre en place du traitement de problèmes dans toute l'organisation. Et c'est là aussi, ça peut être un autre enjeu. Hein. Dans ma présentation, j'en parlais, c'est de dire qu'on peut faire de la résolution de problèmes sur du produit, mais ça peut être aussi du problème dans d'autres services. Un service achat, par exemple, peut très bien mettre en place de la résolution de problèmes. Un service ressources humaines peut très bien faire de la résolution de problèmes. Une direction, et ça, les sociétés qui sont dans des approches lean, c'est vraiment toute une cascade qui est mise en œuvre sur de la résolution de problèmes, peuvent aussi faire de la résolution de problèmes. Donc, limiter le spectre aux produits, j'allais dire, c'est la base, c'est la source, bien entendu, mais après, on peut l'étendre à d'autres domaines. OK, donc là, vous me parlez beaucoup d'outils, mais merci, hein, le QQ au QCP, hein, oui, c'est bien pour caractériser. Effectivement, la mise en place de routines, de rituels, hein. Les entreprises qui sont en ligne, dans de l'animation à intervalles courts, par exemple, c'est vraiment des routines. C'est tous les matins, tac, je fais un petit point où on en est sur les problèmes, etc. Donc ça, pour créer une culture sur la résolution de problèmes, ça ne se décrète pas, hein, de créer une culture sur la résolution de problèmes. Ça se met en œuvre, ça se réfléchit et ça se construit. Donc là, sur tout ce qui est des animations, il faut vraiment créer de l'animation autour de la résolution de problèmes si on veut que la petite boîte à outils que j'ai créée là-dessus fonctionne. OK. Est-ce qu'il y a pas d'autres commentaires? Donc, je vais continuer sur la recherche des causes. Donc là, hop, effectivement, donc, sur la recherche des causes, bon, ben là, vous connaissez tous le 5P, hein, le 5 pourquoi ou le 5 why, pour passer des causes superficielles à des causes plus racines. Alors, pourquoi cette logique-là? Parce que simplement, c'est rappeler quelques fondamentaux. Hein. Si on reste à se poser simplement une seule fois la question du pourquoi, très très souvent, la cause qui va apparaître, c'est une cause humaine. Pourquoi il y a eu telle ou telle non-conformité? Parce que l'opérateur n'a pas respecté la consigne qui prévoyait que. OK. Donc, si je m'arrête à ce niveau-là, l'action corrective, et qu'on retrouve vraiment très souvent sur le terrain, c'est d'aller sensibiliser l'opérateur. Si je me repose une deuxième fois la question de pourquoi l'opérateur n'a pas respecté la consigne, et bien là, ce que je vais trouver, ça va être par exemple parce que cet opérateur est un intérimaire qui vient d'arriver dans l'organisation. Donc là, ça peut être intéressant. Après, pourquoi c'est l'opérateur qui est un intérimaire n'a pas respecté cette consigne? Parce que le chef d'équipe qui devait lui présenter cette consigne n'a pas eu le temps, etc., etc. Donc l'idée de tout ça, c'est vraiment d'essayer d'aller de plus en plus au bas de mon iceberg pour essayer de trouver des causes systèmes qui vont faire progresser l'organisation. Si on s'arrête aux causes superficielles, on sera sur de la sensibilisation et en termes d'efficacité dans le temps, je ne suis pas certain. Ça peut être nécessaire, mais peut-être pas suffisant. D'où l'idée de descendre un peu plus bas sur des causes un peu plus racines pour aller chercher des causes systèmes. Alors, on parle d'une démarche du 5P. Le 5P n'est peut-être pas à faire tout le temps. C'est-à-dire, attention, là, je fais aussi une petite parenthèse, il y a eu des remarques. Les outils, les méthodes, il faut toujours un peu les approprier en se disant, si je fais déjà du 2P ou du 3P, je ne suis pas au 5P, mais c'est déjà pas mal parce que j'ai déjà trouvé quelque chose qui va me permettre de progresser. Voilà, donc l'idée, la philosophie du 5P, c'est d'essayer d'aller au plus bas possible, mais si vous arrêtez un 2P ou 3P, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que vous êtes passé d'une cause superficielle à une cause racine. C'est ça l'objectif. L'objectif, il ne faut jamais se tromper, c'est de trouver des causes racines pour vraiment trouver des éléments qui vont permettre d'améliorer votre système et votre organisation. Si vous arrivez à cet objectif au bout de 2 ou 3 fois, ça suffit. Ça ne sert à rien d'être dire allez, il faut encore en chercher une autre parce que parfois, après, on crée des fausses causes et on va trop loin. Voilà. Donc, cette notion d'aller chercher les causes est vraiment importante. Et ça, c'est un sport
qui n'est pas toujours très bien pratiqué, hein. On est souvent problème-solution. Donc, problème, cause, solution. C'est ça la logique. Problème, cause, solution. Ça, c'est vraiment la démarche. Alors, avant de passer aux solutions, je vais faire un petit tour pour voir s'il y a des commentaires. C'est directeur. Il n'est pas toujours évident de rechercher. Pour les gens, oui, Laetitia, pour les gens peu aguerris à la résolution de problèmes, il n'est pas toujours évident de rechercher des causes sans rechercher de la responsabilité. Oui, alors ça, c'est un peu culturel aussi. C'est pour ça qu'on a tendance à mettre les trucs sous le tapis, quoi. On cherche des coupables plutôt qu'on recherche des causes à l'origine des problèmes. Et c'est un peu, voilà, c'est pas simple, hein, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment sortir du qui pour aller chercher d'autres causes sur le pourquoi. Alors, Yuri nous précise l'analyse des causes profondes doit inclure la cause de la non-conformité, la cause de non-détection du défaut, OK, et la cause liée au facteur humain. OK, merci de ce complément, Yuri. Personnellement, je regrette, oui, Fabien, les plans d'action qui s'arrêtent à la sensibilisation des opérateurs. Alors, moi, je te rejoins là, Fabien. Il y a des moments, effectivement, ça peut être nécessaire, mais ce n'est pas suffisant parce que souvent, il faut aller chercher plus loin, mais ça demande un travail d'analyse. Alors, quand utiliser les l'Ishikawa? L'Ishikawa, c'est plutôt une approche pour classer aussi, hein, c'est pareil, c'est un outil entre… une fois que j'ai des causes comme ça, il y a un moment donné, je peux avoir un besoin de classement et plutôt, alors là, ce n'est pas un besoin de pondération, mais c'est plutôt un besoin de classement avec les matières, main-d'œuvre, main-d'œuvre, etc. OK. Trouver des causes non découpables, donc tout le monde partage vraiment ce point-là. Alors après, la question là, qui aurait pu aussi apparaître, juste un élément, c'est de se dire, est-ce que chaque non-conformité, hein, si je le rejoins, doit faire l'objet d'une analyse des causes? Alors là, ça va dépendre du contexte, mais aujourd'hui, en tous les cas, je fais un petit point, une petite parenthèse normative. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de dire que chaque non-conformité fasse une recherche des causes, hein. C'est vraiment, on a une non-conformité, et après cette analyse, on peut se décider ou non de faire une recherche des causes, par exemple en groupant, hein. C'est-à-dire que si vous êtes dans des métiers où il y a beaucoup de non-conformité, c'est impossible de faire un pour un, c'est-à-dire une non-conformité et d'aller chercher les causes. Okay. Donc après, en termes organisationnels, des retours d'expérience, alors là, c'est sur la résolution de problèmes, ou plutôt là, je fais un focus sur les non-conformités, c'est de se dire, il y a des organisations qui se disent, soit je passe en revue toutes les non-conformités, soit je fais un best-of de ma semaine des non-conformités, et puis là, on va travailler en groupe sur ce best-of des non-conformités, pour aller chercher pour passer du temps justement à cette recherche des causes, parce qu'on n'a pas le temps de le faire sur tous les problèmes. Ça peut être aussi un élément de réponse. Ouais. Utiliser les 5 P demande une vraie sensibilisation et formation des personnes qui ont résolu le problème pour qu'ils utilisent le 5 P correctement et acceptent d'aller plus loin. OK. D'accord. Donc, de se dépasser le stade humain vraiment pour aller vraiment sur la notion de l'approche système. Et après, bien entendu, d'aller sur des notions de gravité. Les nécessités peuvent dépendre de la gravité et de la fréquence, bien entendu. Hop. Alors, je vais repartager mon écran. Une fois qu'on a bien défini le problème, qu'on l'a bien choisi, il faut trouver les bonnes causes, ça c'est du connu, il faut rechercher les bonnes solutions. Alors là, je fais aussi une petite parenthèse, c'est là qu'il faut vraiment être vigilant parce que là, il faut vraiment être dans une logique. Parfois, on est trop sur un brainstorming de solutions et on se lâche et les Yaïka faucons arrivent, etc. Donc là, quelques conseils pratiques, il faut vraiment être dans une logique de retenir des solutions réalistes et réalisables. Hein, c'est-à-dire qu'un point qui est intéressant pour trouver ces bonnes solutions, c'est toujours penser à qu'on peut représenter, hein, j'ai mis dans mon ouvrage, à 2 critères qui sont importants. C'est quel est l'impact de ma solution en termes de gain, est-ce qu'elle va avoir un gain qui va vraiment se permettre, et quelle est la difficulté de mise en œuvre de ma solution. Et lorsque vous êtes dans une logique, c'est facile à mettre en œuvre et ça a un fort impact, là, on est un peu sur ce qu'on appelle parfois des solutions win-win, hein, des solutions qui sont faciles à mettre en œuvre et qui ont un gain rapide. Ça, il faut vraiment promouvoir ce type de solution, mais il ne faut pas s'arrêter qu'à ce type de solution, sinon on sera que sur des solutions faciles
à fort impact. Parfois, il y a des solutions qui sont un peu plus lourdes à mettre en œuvre, mais qui peuvent aussi avoir un fort impact, qui nécessitent un plus fort investissement. Bon, après, sur les bonnes solutions, solution en lien avec le problème, c'est une évidence. Mais parfois, on s'aperçoit qu'on dérive entre le problème et la solution. Donc, aux impacts réels et aux solutions digestes. Donc là, il faut vraiment canaliser le groupe pour vraiment, c'est pas d'avoir tout ça de solutions à mettre en œuvre. Hein. C'est plutôt de se dire, on a choisi, on a sélectionné, on en a pris on a fait une recherche, on avait peut-être une vingtaine d'idées. Non, sur les 20, on en a sélectionné 5 ou 6 pour vraiment qui sont en lien, qui seront faciles à mettre en œuvre et qui auront un bon impact. Voilà. Et une fois que le groupe a défini ça, ce n'est pas là que ça s'arrête. Dans la recherche, il faut bien mettre en œuvre et suivre les bonnes solutions parce que ce n'est pas le plan d'action virtuel qui est la fin d'une démarche de résolution, c'est bien la mise en œuvre et le suivi de ce plan d'action pour s'assurer que ça soit bien fait. Donc là, on va retrouver des principes sur ma 4e étape, sur le texte, test and learn, expérimenter des solutions. Après, on en parlera aussi la semaine prochaine sur la planification d'organiser des mêlées et des sprints. Donc, je referai aussi un point et puis de faire un peu d'introspectif, donc de se dire, voilà, dans notre démarche de résolution de problèmes, ce qui a bien marché et ce qui a un peu moins bien marché. Donc là, une petite astuce là-dessus, c'est aujourd'hui, au lieu de se faire, et ça j'en parlerai plus la semaine prochaine, mais au lieu de se faire des plans d'action sur qui fait quoi ou pour quand, essayez vraiment d'organiser des sprints en disant, voilà, semaine 1, tout ce qu'on doit faire, semaine 2, tout ce qu'on doit faire, etc. Donc d'essayer de se dire, par semaine, on se met 3-4 actions, mais comme ça permet d'avoir des échéances qui soient visuelles, et bien entendu, on en parlera la semaine prochaine, qui soient visibles et qui soient animées. Au lieu, voilà, c'est de se dire, j'ai 10 actions à planifier, je m'en mets 3 qu'on va pouvoir faire la semaine 25, 3 la semaine 26 et 3 la semaine, ou 4 la semaine 27. Comme ça, clac, clac, mon plan d'action, il est vraiment structuré en sprint. Et bien entendu, fin de semaine 25, je ferai un bilan sur le bilan des actions réalisées. Donc, tout ça, on en parlera un peu plus la semaine prochaine sur le fait de se dire comment on valorise un petit peu toutes les actions, sur le fait qu'on met en œuvre toutes ces actions. Alors, je lis Oui, merci, ça doit être Alexis. Merci Alexis, effectivement, le fait de se dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les problèmes et qu'ils vivent avec le problème et qui vivent avec leurs irritants. Aujourd'hui, il y a pas mal de réflexions, j'en ai pas parlé, mais sur le lien entre les irritants et la QVT. C'est-à-dire que dans la qualité de vie au travail, pour être dans des logiques d'épanouissement dans son travail, dans la qualité de vie au travail, ça, c'est possible à partir du moment où j'ai de moins possible d'irritants et que je ne me suis pas habitué à vivre avec ces irritants. Donc, l'idée, c'est de ces irritants, de les mettre sur la table et de trouver des solutions. Donc là, je suis vraiment dans une logique Kaizen de progrès pas à pas, d'amélioration permanente. C'est ça qui est important dans ces démarches, c'est de s'améliorer pas à pas. C'est pas dans toutes ces démarches de résolution de problèmes, ce n'est pas des trucs révolutionnaires, ce n'est pas forcément super visible parce que ça ne transforme pas tout du jour au lendemain, mais c'est un peu dans l'esprit Kaizen, c'est je lâche rien. Chaque fois qu'il y a un problème, je mets en place des petites solutions, des petites solutions, des petites solutions, des petites solutions, de manière à la limite individuelle et de manière collective pour traiter tous ces irritants, c'est-à-dire tous ces petits embêtements avec lesquels j'ai appris à vivre. Et ça, c'est vraiment le propre d'une démarche vive, c'est de ne pas s'habituer à vivre avec ces problèmes. Et ça, c'est vraiment un point, et je te remercie Alexis de me rappeler cet élément-là pour détecter les vrais problèmes. Donc oui, merci également Laetitia sur la notion de solution. Effectivement, les solutions, il faut éviter d'être super ambitieux à la fin d'un groupe, de se dire il n'y a qu'à faucon et on balance et on balance. Non, soyez vraiment pratico-pratique. Retenez les solutions que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Ça, c'est du concret, c'est du terrain. Ça, sinon, vous allez être dans une situation d'échec et les gens qui auront participé à ces démarches de résolution de problèmes vont se dire ouais, nous on avait dit, mais c'est jamais sorti du chapeau. Oui, c'est jamais sorti parce que ce qui est sorti du chapeau, c'est des yakas faucons. Il faut éviter les yakas, les faucons. Pensez bien, il faut que la solution soit possible à mettre en œuvre, assez simple à mettre en œuvre, ou en tout cas, si elle demande des investissements, c'est qu'elle a vraiment un gain et un impact important sur le truc.
Alors, les choses aussi, je fais une petite aparté, les choses aussi qui peuvent être importantes, faites attention, c'est on n'est pas assez nombreux, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de retours, il faut embaucher. Non, ça, c'est le monde des bisounours, c'est pas le monde possible, hein, c'est pas toujours plus de ressources. Non, les gens, il faut aussi trouvent des solutions opérationnelles. Il suffit pas de dire j'ai une usine à gaz, je garde mon usine à gaz, je garde mon héritant, mais pour vivre avec ce gros truc-là, bah, pour que ça marche, il faut vraiment qu'on recrute parce qu'on n'est pas assez nombreux. Non, posez-vous la question de cette usine à gaz. Comment faire pour que cette usine à gaz ou ce problème qui est là soit beaucoup plus digeste, d'accord? Ne soyez pas dans toujours il faut qu'on embauche plus, etc. Parce que bien entendu, à un moment donné, il faut des ressources, mais il faut ces ressources, c'est tous les groupes de travail, toutes les résolutions de problèmes que vous mettez en œuvre, ça se conclut par il faut qu'on embauche. Votre direction, et rappelez-vous, je ne vous l'ai pas mis, mon petit cœur rouge, bah, il va passer, là, il va vraiment tourner au rouge, mais dans le fait de dire si chaque fois il y a un groupe de travail, il faut embaucher, ça ne sert à rien de mettre en place des groupes de travail. Je schématise un petit peu. Des freins, il n'y a même pas pourquoi. Et comment pousser les personnes qui sont des freins et qui disent ah oui, merci Fabien. C'est vrai que pour avoir animé pas mal de groupes, il y a des gens qui, il y a ceux qui voient toujours le côté positif et puis il y a toujours ceux qui voient le côté négatif. Donc tous ces freins, tous ces réticences, parfois c'est bien de mettre aussi un peu des réticences dans un groupe de travail. À partir du moment où cette réticence, elle est constructive. Ceux qui sont à l'encontre de tout changement, qui ne veulent pas changer parce que c'est comme ça depuis des générations, puis je vis avec ça depuis des générations, hein, pareil, hein, je provoque, et je suis bien comme ça, bah, ces gens-là, c'est difficile de les inclure parce qu'ils n'ont pas envie de changer, donc on ne les fera pas changer. Par contre, il y a des gens, par contre, et ça j'en ai vécu, qui peuvent vraiment se transformer, qui ne sont pas naturellement du côté positif, mais ces gens-là, ils disent oui, mais qui ont des super bonnes idées. Donc ces gens-là, bien entendu, euh, il faut les intégrer. Alors effectivement, on ne peut pas faire de la résolution de problèmes à chaque fois, ça serait trop lourd, trop long et puis pas justifié, hein. Il faut le mettre sur des gros problèmes, c'est-à-dire sur les gros enjeux, mais ça veut dire que derrière, on doit avoir un autre système où on va fluidifier la résolution de problèmes de manière très simple avec justement des séquences d'animation à intervalles courts, de très simple avec des responsabilités où on met les problèmes on met sur le papier, les problèmes sur le papier. Comment positionner le RQE là-dedans ou le responsable qualité? Bah, c'est un animateur de la démarche. Alors, ça peut être lui ou ça peut être d'autres, hein. Donc, son rôle, c'est de former les acteurs, c'est de former les gens, justement, former la culture et de s'assurer de mettre en place qu'il y a ces rituels qui existent et que ces rituels sont bien animés, sont bien positionnés. Il est aussi un peu le garant d'apporter une méthode qui soit simple à mettre en œuvre avec plein d'outils qui soient faciles. Il faut que ça soit facile, ça soit simple à mettre en œuvre. Si c'est du post-it, pour que ça soit efficace, soyez au post-it dans les ateliers. N'allez pas leur créer des trucs super lourds, super indigestes parce qu'ils n'auront pas le temps de le traiter. OK. Ah oui, alors là, effectivement, merci. Oui, bah, Fabien, c'est une réalité du terrain. Les auditeurs, surtout les auditeurs IATF, ne l'entendent pas de cette oreille. Effectivement, en termes de traçabilité, il peut y avoir aussi un peu des soucis là-dessus. Comment savoir si un problème nécessite le déclenchement d'une démarche de résolution? Ben, c'est de se dire que ce problème qui peut être très transverse, avec l'outil que j'ai mis ou la démarche que j'ai mis en place, ça ne va pas marcher parce qu'il est trop transverse. Donc, c'est là de se dire, il faut dire dans mon organisation, je peux avoir quelque chose qui fonctionne naturellement sans qu'il y ait d'intervention. Et puis que là, si d'alarme, ce système, dès que c'est trop transverse ou trop, je tire ce système d'alarme pour pour mettre en place cette démarche de résolution de problème. Les freins du début sont parfois les moteurs par la suite, oui, à condition de savoir les impliquer, les motiver, oui, oui. Ça, c'est sûr, il faut qu'ils soient un minimum respectifs. Ça, je suis entièrement d'accord, il faut que ça soit des freins. Il y a mais par contre, vous avez toute une partie que quoi que vous fassiez, ça n'ira pas. Les 2 étapes, d'accord. Il y a une trace de bien. Revient à la notion de données documentées. Il faut donc enregistrer ce que l'on fait. Oui, après, il faut mettre en place un système. Alors, si vous êtes sur des démarches ISO 9001, ben voilà, hein, conservez les post-it. Je barre un trait, c'est mise en œuvre. Je barre 2 traits, ça peut être efficace. Ça peut être un moyen.
là-dessus. Si vous êtes sur d'autres référentiels, ce système peut s'avérer peut-être insuffisant. Je pense notamment à l'IATF, la 9100, etc., où il y a des audits, où il y a besoin de plus de traçabilité. Mais ça, on va en parler la semaine prochaine. Mais justement, c'est parfois on passe plus de temps on se focalise trop sur la traçabilité liée au plan d'action plutôt sur porter des plans, porter des plans d'action. Voilà. Donc, je vois que l'heure passe. On a nos 5 minutes de retard traditionnel. Je dirais que en conclusion, en tous les cas, sur ce thème, moi, je voulais vous donner quelques rapides conseils. Hop, donc je vais repartager mon écran. Tac, là et là. Voilà, donc quelques conseils très pratiques très rapidement. Hein. Donc, créer une appétence partagée pour la résolution de problèmes pour toute l'organisation. Hein, c'est l'aspect culturel. Il faut donner envie de traiter les irritants et pas le mettre sous le tapis. Donc, ça, on en a parlé. C'est de dire il faut créer une culture pour ne pas apprendre à vivre avec ces problèmes. Il faut vraiment déployer la résolution de problèmes. Je rappelle, la résolution de problèmes, pour moi, c'est une démarche. Et à l'intérieur, il y a des outils. Caractériser le problème, rechercher les causes. Et là, on va trouver le 5P, etc., etc. Et de la direction, le Lean le fait très bien, jusqu'aux opérateurs en passant par tous les services. Ce n'est pas qu'une démarche qui est dédiée aux opérations. Déployer le bon outil au bon moment et au bon endroit, on en a parlé, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des outils de résolution de problèmes qui soient des routines et lorsque ces outils sont inappropriés pour par exemple, problèmes transverses, tirer sur le système d'alarme ou avoir un autre bouton qui dit tiens, on ne peut pas le traiter de cette manière-là, on va chercher ailleurs. Voilà. Donner vie à la résolution de problèmes en mettant en place une organisation vivante et permanente, c'est-à-dire vraiment quelque chose avec des animations. Il faut que ça vive. Hein, c'est pas de la résolution. Il faut vraiment que ça vive et que ça rejoint le point 5, que ça soit visuel, que ça soit visible, qu'on sache où on en est et on voit qu'il y a des choses qui se passent dans votre organisation et qui sont en mouvement. Ça peut être de manière physique, on en a parlé, sur des tableaux ou de manière plus virtuelle. Et communiquer sur la démarche de résolution de problèmes, communiquer sur tout ce que ça va vous permettre de gagner l'efficacité. Il faut aussi communiquer, mettez des noms marketing autour de ça, créer une petite mascotte, créer des petits emplacements sympas pour que tout cela fonctionne de manière globale. Voilà. Donc, notre prochaine visio, voilà, j'en ai terminé sur ce thème, sera donc le mardi 19 mai, la semaine prochaine. Donc, étant donné l'audience de ce jour, on va continuer. Et puis, c'est le dernier chapitre du bouquin, donc sur Je gère autrement, autrement mes actions. Donc là, on va vraiment parler de la façon moderne de gérer les actions, de sortir du fichier Excel, d'aller sur des outils plus digitales. On va parler de Trello, d'autres outils, vous verrez là-dessus. Donc, je rappelle juste pour ceux qui le souhaitent, je vais vous mettre le lien pour s'inscrire dès maintenant, comme ça, pour ne pas oublier au webinaire de la semaine prochaine. Et ça évite de la procrastination. Hop, je le mets là. Normalement, j'ai fait à tout le monde. Vous pouvez vous inscrire dès à présent. Tac. Alors, pourquoi on a mis ça? Je vais le mettre dans le… Voilà. Je rappelle simplement que toute cette présentation que je fais, c'est chaque fois un chapitre de mon ouvrage « Moi, manager à qualité, acteur du changement ». Donc, je vous mets également le lien si vous ne l'avez pas. Aujourd'hui, on est à plus de 130 ventes, donc je tiens vraiment à… Je crois qu'on est à 135, je n'ai pas refait le pointage, mais je tiens vraiment à vous remercier de ce score et de votre confiance autour de ça. Voilà, je le mets également dans le chat. Sinon, hop, tout le monde, voilà. Donc, Françoise, voilà, je vous ai mis l'ouvrage, Françoise, moi, manager qualité, acteur du changement. Vous retrouvez l'information sur le site internet de Kalinov.fr dans la rubrique les précurseurs de la nouvelle qualité. Voilà, donc l'idée de tout ça, hein, c'est d'essayer d'aborder différemment la qualité, de créer vraiment une communauté de partage autour de cette nouvelle approche de la qualité, d'essayer de partager des idées. Alors, ce ne sont pas forcément des vérités, mais de partager un petit peu des différents points de vue
autour de ces démarches. Donc, merci de votre fidélité, merci de votre audience post-confinement. C'était un peu le test aujourd'hui, donc ça marche. On continue sur la semaine prochaine sur les actions. Et là, ça sera notre dernière séance thématique là-dessus. Et on fera une dernière séance au mois de mai, vraiment sur un certain nombre de choses. Je suis en train de travailler, mais ça sera différent pour la dernière séance. Je vous promets un certain nombre de surprises. En tous les cas, merci d'être présent. Merci de ce rendez-vous hebdomadaire. Super, merci de vos encouragements. Sur le site de Calinov, vous avez une page Les Précurseurs et puis on met le replay sur l'aspect, sur notre blog, hein, sur publication, vous avez les replays qui devraient être en ligne d'ici 14 heures. On essaye de ne pas procrastiner aussi et d'être rapide dans ce que l'on fait pour éviter à reporter au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Merci beaucoup, merci Jean, merci Christelle, merci Banel, merci Pascal. Bonne fin de semaine, bonne reprise entre guillemets dans ce déconfinement. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Au plaisir pour une prochaine visioformation. Merci, à très bientôt. Au revoir.